Du fond de la plus tendre et de la meilleure des âmes peuvent surgir des désirs d'intense violence. Un jour peut-être les hommes apprendront-ils à lutter contre ces monstres de l'esprit. Alors, et alors seulement, quand le cerveau humain sera vraiment capable de se contrôler, nous pourrons songer à utiliser les puissances cachées de l'univers. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du MAG, signé 7ème dimension. Le principe du MAG, de ce nouveau format, c'est quoi ? C'est que je bosse pour vous, et en moins d'une heure, je vous fais une reco de ce qu'il faut voir en salle, sur les plateformes de stream, de ce qu'il faut acheter, et plus une reco à la fin de l'épisode. Donc ce qu'il faut comprendre avec le Mac, c'est que ça va vous coûter cher, parce qu'il va falloir se déplacer en salle, et acheter des supports physiques. Donc c'est un petit peu le même principe que les illustres magazines papier, mais on remplace le kiosque, voilà, et on met YouTube à la place, ou les plateformes d'écoute de podcast, et en lieu et place des pages qui se tournent, c'est vous qui avancez sur mon chapitrage de l'épisode. Moi je trouve ça plutôt sympathique, et comme tout bon magazine, il est temps de l'édito. L'édito, si vous l'avez vu, sur les vignettes et sur le descriptif de ce fabuleux épisode, il est question de Gamesploitation, parce que après avoir adapté des livres, après avoir adapté des bandes dessinées, Hollywood, ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'on se retrousse les manches là-bas, du côté du pays de l'oncle Sam, pour adapter en fait vos jeux vidéo préférés. Alors comme je l'avais déjà expliqué dans certains épisodes, moi je suis pas un grand gamer, je me suis arrêté à la Super Nintendo, de temps en temps je fais un peu du beat'em all, du Doom pour me défouler, ça s'arrête là, mais je connais un petit peu cet univers, donc ça veut dire que quand même ce qu'il faudra garder en tête dans cet épisode, c'est que moi ce qui m'intéresse, c'est l'adaptation, c'est le média cinématographique, et pas la différence entre le jeu vidéo et le média. Vous l'aurez remarqué, pour ceux qui ont écouté ce fabuleux épisode, ou regardé, ou les deux, écoutez, regardez, faites-le, ce fabuleux épisode dédié à la franchise Ça, adapté de Stephen King, je parle du bouquin, mais je suis pas là en train de dire, c'est mieux dans le bouquin. Le bouquin est une expérience, et le film en est une autre. Complémentaire ou non, loupé ou non, ça nous regarde, on ouvre le débat à ce niveau-là. Mais effectivement, la Gamesploitation, ça date pas d'hier, ça date de ma jeunesse, voilà, quand j'avais 14-15 ans, et que je traînais mon pauvre daron pour aller voir des pauvres adaptations de, quelles étaient ces adaptations. Super Mario Bros, tout le monde s'en souvient, enfin en tout cas, pour les plus jeunes qui m'écoutent, allez taper Super Mario Bros, adaptation des années 90, vous allez mourir. Donc Double Dragon, vous mourrez aussi. Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, c'est un peu plus fréquentable, mais on meurt quand même. Et on termine avec Mortal Kombat de Paul W.S. Anderson, ou Paul Anderson à l'époque, qui est le moins pire de la fournée, mais qui est quand même c'est quand même un ovni, ce machin-là. Donc effectivement, ensuite est arrivé ce Paul Anderson, comme il a frappé un petit peu au box-office, il a, pour certains et certaines, vous me direz, il a peut-être saccagé la franchise Resident Evil. Mais si on sépare la franchise vidéoludique de la franchise cinématographique, j'avoue que j'ai un plaisir malsain à regarder les Resident Evil, surtout les derniers, parce que du coup, je trouve que c'est de la série Z friquée, ça me fait bien marrer, mais effectivement, quand on regarde le point de départ, il y a de quoi pleurer. Donc, ces franchises-là ont été aussi adaptées, je pense au House of the Dead notamment du côté de l'Allemagne avec Youth Ball, voilà, donc ça aussi c'était du gros nanar. Et il a fallu la lueur d'espoir est arrivé, on va dire, au début des années 2010, et notamment avec la digestion aussi de l'information que peut-être que Super Mario, ça serait mieux en 3D, parce que vu que le jeu est déjà généré en 3D notamment, ça peut passer, et ça marche plutôt bien. Les Resident Evil ont continué à être mal adaptés par Netflix, et c'est vrai que aujourd'hui, voilà, si on reprend un petit peu cette idée de Gamesploitation, il y a un peu une guéguerre au niveau déjà des studios de cinéma
et des plateformes, parce que maintenant studio et plateforme c'est un peu la même cam. Donc dans cet épisode, on ira du côté de chez Amazon MGM Studio, notamment pour Fallout. Mais si vous suivez toujours, hein, parce que des fois je me plante un peu, je parle de Prime Video, alors que HBO c'est pas la même chose, parce que j'ai un abonnement à HBO sur Prime, si vous suivez toujours. Donc effectivement, ils diffusent aussi via l'abonnement à HBO, et si vous suivez toujours, bientôt sur Netflix, hein, parce que ça a été racheté, enfin c'est en cours d'acquisition, ça va se finaliser. Et effectivement, The Last of Us, c'était aussi une très très bonne entrée dans les adaptations. Donc Netflix de son côté avait fait The Witchers, et de l'autre côté de la... Voilà, pour finir boucler sur cet édito, de l'autre côté de la Gamesploitation, on a aussi les jouets. Voilà, pour rajouter les jouets. Si vous m'aviez dit, vraiment, il y a 15 ans en arrière, que ce qui ferait tilter le box-office, c'est une adaptation flinguée de Minecraft et de Barbie, je vous aurais jamais cru, et je vous crois toujours pas, en fait, finalement, quand je vois ce genre de film. Mais effectivement, c'est un peu le nerf de la guerre, et ça me permet de pivoter directement sur l'actualité brûlante, alors brûlante pour moi en tout cas, de ce mois de février, qui est cette nouvelle adaptation qui pique les yeux des Maîtres de l'Univers. Alors les Maîtres de l'Univers, moi le film, je l'ai vu en salle. Voilà, j'étais un petit enfant tout mignon, et je jouais, vraiment j'avais les jouets, un Musclor, Iman exactement, et ben c'était un peu mon héros, donc mes parents m'avaient fait le plaisir de m'amener en salle, et je vous avoue que je l'ai pas revu depuis. Non, je déconne pas, je l'ai pas revu parce que j'ai peur que... Je sais très bien qu'il est pas bon le film. De Gary Goddard avec Dolph Lundgren, mais je vais devoir m'y coller parce que quand j'ai vu cette nouvelle adaptation qui est réalisée par Travis Knight, hein, qui était déjà derrière Bumblebee et qui va sortir un petit peu avant l'été, et ben je pense que tout ça va tendre vers un épisode comparatif, peut-être un épisode de la vérif avec cette édition Blu-ray qui était sortie par chez nous il y a pas si longtemps que ça, sur le film de Gary Goddard, et peut-être que je ferai un comparatif entre les deux. Mais allez savoir pourquoi cette bande-annonce des Maîtres de l'Univers m'a piqué les yeux, mais elle me donne envie, parce que ça a réveillé le ch'ti enfant qui était en moi. Ch'ti enfant qui avait déjà été faire un tour sur la série animée Netflix, hein, notamment scénarisée par Kevin Smith. Hein, et Kevin Smith, si vous savez pas qui c'est, eh ben, je vous invite à aller faire un tour sur notre épisode dédié à toute sa carrière cinématographique, et notamment à son Clerks numéro 3. Voilà, il y a 2 épisodes, donc je vous encourage à y aller. Donc ça, c'était pour le gros de l'actu. Alors bien entendu, il y a le dernier teaser du dernier Spielberg, mais vraiment c'est ce côté Maître de l'Univers, je pensais pas qu'ils iraient dans cette direction en termes d'adaptation. Et l'autre actu qui trouvera sa chute au mois de mars, hein, parce qu'on fera un point là-dessus, c'est de voir que notre ami Ryan Coogler avec Sinners est multiplement nominé aux Oscars, et Oscars qui auront lieu le 15 mars 2026, 16 nominations. Voilà, Titanic en avait eu 14, hein, et c'était le maximum. Lui, il en a 16, et à tous les niveaux. Alors, je veux bien que le film soit cool. Bon, je veux bien qu'il soit sympa, mais maintenant, faut pas exagérer, quoi. Qu'on ait Michael B. Jordan qui soit nommé pour l'Oscar du meilleur acteur, alors qu'il fait juste une vendamerie, hein. Il joue son frère jumeau, voilà. J'ai beaucoup apprécié Sinners, mais c'est juste une nuit en enfer dans le Kentucky, gonflé aux stéroïdes des dollars américains. Alors c'est sympa, c'est bien cadré, mais c'est pas non plus... c'est pour vous donner le niveau... en tout cas de la qualité cinématographique qui sort. Alors, moi, quelque part, je suis très content que Ryan Coogler il soit célébré, parce que j'aime beaucoup le réal. Donc, tant qu'à faire, pourquoi pas. Mais, quand même, 16 nominations pour Sinners, faut pas déconner, il y a quand même eu d'autres trucs. Ah, j'ai quelqu'un dans l'oreillette qui me dit qu'en fait, il n'y a rien eu. Non, mais bien sûr qu'il y a eu des choses. Non, mais Furiosa. Alors, vous me diriez, mais non, ça peut pas rentrer dans les clous. Parce que c'est ce Sinners, il est sorti à la frontière où il a été ressorti pour faire les Oscars. Bon, vous m'avez compris. Ils peuvent aller chercher des choses. Et Avatar 3, je crois qu'il a 2 ou 3 pauvres nominations techniques. Enfin, c'est vraiment la loose pour Jean Cameron, qui a claqué le produit intérieur brut d'un pays en voie de développement pour faire quand même un opus, comme je vous l'ai dit, un 3e opus qui répare les erreurs du 2e et qui donne une meilleure lecture au 2e. Mais bon, en tout cas, voilà pour l'actualité, en tout cas brûlante, de ce mois de février. Et il est temps de partir, hein, voilà, c'est votre magazine, on feuillette, il est temps de partir sur l'actualité cinématographique.
Magie du montage et du multicam, vous m'avez pas entendu tourner les nombreuses pages, et oui, écrites, préparées avec amour, pour cet épisode du mag qui, si on devait faire une analogie culinaire, c'est un petit peu votre maxi best-of Big Mac que vous auriez récupéré avant une séance ciné. Est-ce que c'est pas beau comme comparaison ? Vous pouvez participer en commentaire et me le dire, hein, parce que n'oubliez pas que l'activité podcastique, c'est un peu la schizophrénie. Donc là, je vous fais des vannes et je vous parle, alors vous n'êtes pas là, mais peu importe. Là, on va pivoter sur la première. On a 2 entrées au cinéma ce mois-ci, et j'essaierai souvent de n'en choisir que 2, maximum 3. Voilà, donc effectivement, il y en a certains et certaines qui manqueront à l'appel, mais ce sont des choix au niveau de l'intérêt. Et vous verrez que là, la thématique aussi, qui n'est pas forcément en dehors de la GameSploitation, c'est aussi la thématique du retour. Et retour à Silent Hill, et ben c'est un retour au sens propre comme au figuré pour Christophe Gans dans l'univers de Silent Hill. Alors, Christophe Gans, eh ben, on l'avait pas vu depuis La Belle et la Bête, voilà, qui est un film sympathique. Moi, je l'ai bien aimé, hein, c'est pas mal. Après, je suis pas un grand fan. Alors, j'aime bien le film de Jean Cocteau, mais je carbure pas à ça le samedi soir. Mais effectivement, un réalisateur qui nous avait déjà offert le Pacte des loups, Crying Freeman, Silent Hill. Bon, Christophe Gans, c'est un peu notre Tarantino à nous, parce qu'il a autant de culture, si ce n'est plus que Tarantino. Bon, mauvaise langue pour en dire peut-être qu'il a moins de talent. Effectivement, sa mise en scène n'est pas aussi prégnante que Tarantino, et on va pas se dire, ah bah tiens, on est devant un film de Christophe Gans. Donc effectivement, ce retour à Silent Hill, voilà, comme je l'avais teasé en sortie de Projo, j'ai eu la chance, voilà, de pouvoir aller le voir en avant-première, donc c'était le 23 janvier, et le film est sorti le 4 février, donc budget de à peu près une vingtaine de millions de dollars, 23 ou 25, il me semble de tête. Le film se fait défoncer, il se fait cartoucher, il y a un bashing monumental sur ce film-là, et ça à n'y rien comprendre. Parce que, de vous à moi, je vais être honnête hein, quand même. Bon, voilà, l'idée, c'est pas de vous dire que une franchise de jeux vidéo, bah, c'est pas du cinéma, c'est moins bien, etc. Je dis juste qu'il faut se départir de l'expérience vidéoludique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là où vous passez une dizaine d'heures voilà, sur des rebondissements, pour un film, l'expérience, c'est 1h30. Donc on peut pas avoir le même impact. Et chacun va y mettre du sien. Il y a la temporalité, etc. Donc c'est pas comparable. En termes d'adaptation, on peut pas comparer une expérience vidéoludique, une expérience cinématographique. Donc c'est un portage. Voilà. Et honnêtement, moi je m'en étais pas caché, le film de 2006, moi il m'en touchait une sans faire bouger l'autre. Alors oui, c'est bien emballé, mais l'histoire, ouais, ça m'emballe pas plus que ça. Et récemment, je passe le coucou à un certain auditeur qui se reconnaîtra, on en discutait, notamment du scénariste Roger Avary qui avait participé en fait à cette adaptation. C'est neuneux quoi, les dialogues, il y avait rien de fou en fait. Voilà. Donc, le premier Silent Hill, c'était une honnête série B, ni plus ni moins, voilà. Moi, pas plus fan que ça, j'ai pas détesté, j'ai pas forcément apprécié, bon, ni plus ni moins. Et effectivement, quand arrive cette deuxième adaptation, donc qui arrive en 2006, on est en 2026, 20 ans après, le film a été bloqué voilà, en post-production, il faut pas oublier qu'il y a eu Samuel Hadida qui est mort entre-temps, et qui était un des fidèles collaborateurs en fait de Christophe Gans, qui est derrière Metropolitan Film Export, et que c'est son fils Victor Hadida, je sais plus si c'est son fils ou son frère, bon, un des deux, vous comblerez en commentaire, voilà, qui a repris un petit peu les rênes, et ainsi de suite. Donc voilà, Christophe Gans n'a pas tourné depuis plus de 10 piges. Effectivement, bon, on pouvait s'inquiéter. Bon, le pitch, ouais, peut-on le rappeler, c'est l'adaptation du deuxième jeu vidéo qui, au final, est une petite parenthèse. Moi, il me fait penser, alors j'ai pas forcément joué, j'ai même pas joué du tout en fait, hein, mais de ce que j'en connais, du pitch, ça fait penser un petit peu à cette parenthèse Halloween 3, dans la saga Halloween. C'est-à-dire qu'on reprend l'univers, mais on raconte autre chose, et c'est plus du domaine, et ça aussi j'ai un problème avec ce genre de truc. Je l'avais déjà dit dans de nombreux épisodes par le passé, dans 7ème dimension, moi j'ai toujours eu un problème avec ces films fantastiques, qui au final sont pas des films fantastiques, parce qu'ils racontent soit un rêve, soit quelque chose qui se passe dans la tête de quelqu'un. Donc, déjà, bon, sur le deuxième, moi je partais pas convaincu. Voilà, déjà rien que pour ce postulat-là.
Et effectivement, ben ouais, ça raconte un personnage masculin qui s'appelle James, voilà, qui reçoit une lettre de son ex petite amie Maria, et qui lui dit qu'il invite à le rejoindre à Silent Hill, sauf que ben elle est un peu décédée, alors c'est pas trop possible. Et donc au fur et à mesure de son voyage dans Silent Hill, en fait c'est les méandres de son esprit, et ben on va avoir des bribes en fait de ce qui s'est passé, de est-ce qu'il est impliqué ou pas dans la mort de son ex petite amie, parce que ben, elle est un peu décédée, donc c'est un peu l'ex, voilà. Donc c'est pas un spoiler hein, ce que je vous donne, donc et puis en même temps le jeu est sorti depuis 1500 ans, donc tout le monde connaît l'histoire. Donc effectivement, voilà, on suit ces choses-là, et plus il s'enfonce dans les rues de Silent Hill, et plus on y voit des choses atroces, et plus on rentre dans sa psyché, et plus on comprend en fait ce qui liait les deux protagonistes. Voilà. Bon. Et moi comme j'aime bien être dans la dissension, moi je l'ai préféré au premier. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est plus viscéral. On oublie les mouvements amples, c'est plus crade, et de toute façon il le disait lui-même, j'étais à l'avant-première, c'était un régal en fait de pouvoir discuter avec Christophe Gans et d'échanger avec lui, et de bien voir en fait que ce que j'ai vu, c'est ce qu'il a tenté de faire. Donc c'est très à l'épaule, c'est très caméra portée, donc c'est très Michael Mann. Donc moi dès que c'est très Michael Mann, forcément j'aime bien. Il y a au niveau, alors bien entendu il y a toujours les mêmes scories, mais c'est mieux maîtrisé. Donc bon, moi j'ai un problème, et on le verra avec le Sam Raimi, le gore digital, enfin merde, putain, surtout quand on vient du gore, quoi. Enfin voilà, Christophe Gans avait fait Necronomicon, Sam Raimi, c'est besoin de le citer, les Evil Dead et tout ça, là. Putain, pourquoi c'est quoi ce truc de feignant Ah oui, ça coûte moins cher, enfin je suis pas très convaincu quand même, hein. Sur des moyens budgets comme ça, où il y a peu de personnel, bon voilà. Donc là, c'est mieux maîtrisé dans Silent Hill, ce gore numérique, et ça se permet quand même, parce que j'ai cité Necronomicon, il y a un détour, alors j'en dis pas plus, il y a quand même des scènes assez flippantes, et certains effets qui se rapprochent des effets prosthétiques, voilà, qu'on pouvait voir notamment dans le Society de Brian Usna, les effets faits par Screaming Mad George. Donc ça marque quand même la rétine, c'est moins long. Voilà, ça fait 1h45, et les mauvaises langues disaient « Ah ben, il n'y a pas d'argent ». Mais en même temps, t'as 4 personnages. T'as pas besoin d'avoir, je sais pas moi, le budget d'Avatar, voilà, pour ce Silent Hill 1. Donc, effectivement, je suis désolé, moi je comprends pas le bashing qu'il y a derrière. Le film se tient bien. C'est honnête, et puis voilà, on va conclure là-dessus. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que j'ai pu noter, moi ? 23 millions de dollars, c'est sorti le 4 février. On en est à 16 millions de dollars à l'international. Bon, ça va que c'était pas un gros budget. Ça se remboursera en VOD, et dans le temps, ça sera bénéficiaire. Putain, c'est une grosse gifle pour le retour de Christophe Gans aux affaires. Allez, autre retour aux affaires, Sam Raimi avec Send Help. Bon, ça je l'ai dit en sortie de projo, moi j'aurais pas misé 1€ sur ce film-là. Alors pourquoi ? Parce que déjà, Sam Raimi, ça fait un petit peu un moment qu'il a pas fait un bon film. Bon, alors déjà, depuis Spider-Man 3, en fait. Depuis le 3e Spider-Man, c'est des errements, on comprend pas. Alors peut-être que le mec était éreinté, donc il fait une adaptation de Oz que personne n'attendait. Alors c'est pas déshonorant, mais c'est pas ouf non plus. Après, il va cachetonner, voilà, on attendait tous un 4ème Evil Dead, ça devient une série, donc je vous invite à écouter notre épisode sur la saga Evil Dead. Donc voilà, il fait le pilote, mais bon, il n'y a pas trop de moyens, hein, façon Xena ou Hercule. Et puis après, derrière, ça par contre, c'est la honte. Le mec, il est le remplaçant de Scott Derrickson sur Doctor Strange 2. Enfin, le gars qui a lancé le style cinématographique des super-héros, qui a fait la première adaptation super réussie de Spider-Man, le mec devient un remplaçant de luxe. Voilà, pour un film... Alors, c'est peut-être le haut du panier sur les dernières prods Marvel, mais c'est quand même pas grandiose, hein, voilà. Donc, le voir sur un pitch d'une espèce de comédie sarcastique, satirique, très éloignée de son cinéma, moi c'était pas encourageant, et je vous avoue que c'est notre directrice de marque qui a vu la bande-annonce, pendant qu'on allait voir d'ailleurs Retour à Silent Hill, qui m'a dit on va aller le voir. Je me suis dit, ok ça va, j'ai l'abonnement Gaumont, bon, je peux y aller, quoi. Mais franchement, je t'ai pas convaincu. Hein. Je suis désolé, Sam Raimi. Je t'ai pas convaincu. Mais alors, quelle surprise. Mais quelle surprise.
Voilà. C'est derrière ce pitch ultra simple, où on a une employée qui est un peu la boulie de sa société, voilà, qui bosse un peu pour tout le monde, et elle a jamais, en fait, la reconnaissance et le poste qu'elle mérite, lors d'un voyage d'affaires avec son jeune patron, hein, qui a hérité de la boîte parce que son père est décédé, père d'ailleurs, qui est en portrait à l'arrière, voilà, dès les premières minutes, c'est Bruce Campbell. Donc déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, il y a un truc qui se passe, tout aussi bien, c'est bien. Voilà, donc elle se retrouve, et ce vol, en fait, où elle est avec son jeune patron imbuvable, et ben le vol s'écrase, et c'est un peu le pitch de départ de Seul au monde, voilà, avec Tom Hanks, ou de Lost, si vous préférez, mais sans les monstres sur l'île, parce que les vrais monstres, en fait, bah, c'est les deux êtres humains. Et à partir de là, c'est une espèce de survie, mais façon Sam Raimi des grandes heures, donc c'est-à-dire qu'il a pris ce pitch, qu'il a mixé avec Evil Dead 2, et surtout, voilà, surtout ça je m'y attendais pas, et ben son deuxième film, Mort sur le grill. Voilà, donc alors il a repris le meilleur de Mort sur le grill, attention, hein, parce que vous aviez écouté ce que j'avais dit sur Mort sur le grill, ça c'est pas tout le temps drôle, hein. Mais effectivement, moi je salue hein, vraiment le travail de Rachel McAdams, hein, qui est l'héroïne principale, qui dans un premier temps, sans Lady pour le rôle, et de deux, elle tient la dragée haute au Bruce Campbell des grandes heures. Je m'y attendais pas. Hein. Alors les véganes, préparez-vous. Hein. Voilà, ce que je vais dire, c'est la réalité. Hein. Dedans, alors même si c'est numérique, hein, on y démantèle du sanglier, mais de manière énergique, à la Evil Dead, du sang dans la tronche, du vomi, il y a tout. La caméra est folle. On reprend le style virevoltant du Sam Raimi des grandes heures. Honnêtement, j'étais surpris. Voilà, vraiment, j'étais surpris. Et ça y va, hein. Il y a même le côté italien d'aller trifouiller un peu dans les yeux, etc. C'est gore, c'est bourrin, c'est mal élevé. Putain, bravo. Bravo Sam Raimi. Hein. Donc, lui, contrairement à notre ami Christophe Gans, eh ben lui, il a 40 millions de dollars, donc il est un peu le double. Et ça démarre plutôt bien, parce que là, c'est sorti le 11 février, et on est déjà pas loin de 60 millions de dollars au niveau international. Et j'ai envie de dire, Sam, s'il te plaît, garde l'énergie. Alors, je sais que t'as 66 printemps et que t'as plus rien à prouver, mais là, on voit que t'as envie. Putain, il te faut juste revenir encore un peu plus près tes premiers amours, et nous, on va se régaler. Donc ça, c'était pour le point ciné. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est donner de la force à Christophe Gans, mais si vous êtes un peu près de vos euros, allez donner vos euros à Sam Raimi, vous serez pas déçus. Allez, on enchaîne du côté de la petite lucarne. La petite lucarne, c'est la rubrique qui est dédiée à vos apps de streaming. Et on dit petite lucarne parce que c'est sur le plus petit écran. Et là, il y a certains qui diront, ouais, mais maintenant c'est des studios. Peu importe. Ça se regarde dans le salon, ou sur ton téléphone, ou sur ta tablette, ou sur ton ordinateur. Bon, bref, j'ai fait l'introduction. Donc, on est dans la Gamesploitation. Et je l'avais annoncé dans le précédent épisode du mag. Et ben, je vais me coller à Fallout. Alors, comme vous l'avez compris depuis le départ, moi, je suis pas un gamer. Donc, Fallout, j'aime bien l'histoire. Alors, j'aime bien les jeux Bethesda quand même. Hein. Wolfenstein, Doom. Alors, et il faudrait que je me mette à Fallout, hein, parce que c'est du FPS un peu bourrinasse. Donc, du coup, c'est un peu un loupé de mon côté. En même temps, et je peux. Et comment on fait? Voilà. Donc, entre les films que je regarde, les trucs, voilà, la musique que je fais, etc. Et mon métier, j'ai même pas le temps de jouer, moi. J'ai le temps de rien faire. Donc, Fallout, licence à succès de Bethesda, acquise il y a quelques années, et du coup par les studios Amazon qui sont aussi MGM, hein, parce qu'on a bouffé la MGM, et on en est à la saison 2, et c'est porté par Jonathan Nolan. Et Jonathan Nolan, c'est le frère de Christopher Nolan, c'était son scénariste émérite, notamment sur Memento, sur les meilleurs Batman, et sur Interstellar, et on lui doit aussi une super série, voilà, qui est Westworld. Voilà, donc déjà on peut partir confiant. Alors moi j'ai été remonter un petit peu l'info, parce que voilà, on se pose toujours là, quand on est au cinéma, on connaît un peu les budgets, on peut trouver facilement le budget. Moi je voulais connaître un peu le budget de cette adaptation, parce que c'est assez cossu, même si ça quand même, c'est assez plan-plan hein, sur la saison 2, sur le côté télévisuel, hein. Mais globalement, j'expliquerai le côté plan-plan, c'est 153 millions de dollars. Donc ça veut dire qu'il y a 8 heures de programme, ça va quand même.
On a mis les moyens. De toute façon, chez Amazon, hein, si vous avez vu La Guerre de l'Anneau, hein, j'ai envie de dire c'est un peu John Hammond. Hein, c'est-à-dire on a dépensé sans compter. Donc, Fallout, eh ben, c'est du niveau de la dystopie. Donc ça va raconter quoi ? Eh ben, ça va raconter... notamment pour la série, hein, je parle pas du jeu vidéo, ça va raconter le destin de 3 personnages. Donc Lucy, incarnée par Ella Purnell. Ella Purnell, on l'a vu dans UFO, Miss Peregrine, donc les enfants particuliers là, de Tim Burton. Hein. Donc pas un des meilleurs Tim Burton, mais pas un des déshonorants. Et notamment pour Arcane aussi. Et elle joue le rôle de Lucy, une habitante d'abri, qui se réveille 200 ans, enfin qui vit, voilà, dans un abri. Et cet abri, en fait, ça fait 200 ans, en fait, qu'il y a des gens qui vivent dans cet abri, après une guerre nucléaire. Voilà, ça c'est le point de départ de sa storyline, ok ? De l'autre côté, on va trouver Maximus, qui lui vit à l'extérieur, et lui fait partie de la confrérie de l'acier, et il a une armure, voilà, qui fait envie, hein, qui est tout droit sorti d'un rip-off d'Alien 2, hein, James Cameron aimerait beaucoup. Et lui, il est incarné par Aaron Moten. Et Aaron Moten, c'est un jeune acteur qui n'a pas fait grand-chose, si ce n'est cachetonné dans NCIS. Et troisième storyline, nous allons avoir la Ghoul, voilà, qui est un personnage qui a pris la mutation dans la gueule. Donc si on suit bien, Lucy, elle a vécu dans un abri. Donc elle est née dans un abri, vécu dans un abri. Donc elle était à l'abri de la guerre atomique, hein, ça fait beaucoup abri dans la phrase. Maximus, lui, s'était abrité petit dans un frigo. Et après les multiples... Lui, il est né après la guerre atomique, mais il a pris quand même une explosion dans la tronche, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans un frigo, il en est sorti, recueilli par la confrérie de l'acier qu'il a élevé, et il lui a donné un nouveau mantra. Voilà, donc ça fait beaucoup penser au travail de George Miller avec le Valhalla et avec les Amis de la Désolation. Et de l'autre, c'est la Ghoul. Ben, lui, c'était un personnage qui vivait 200 ans avant, alors 200 ans avant l'explosion nucléaire, si vous suivez toujours, et qui s'est pris les radiations dans la gueule et il a muté. Donc c'est pour ça que cet homme qu'on appelle la Ghoul, on le voit sur la gueule, génial effet prosthétique, et ben peut vivre des centaines d'années. Et donc c'était le personnage aussi qui s'appelait Cooper Howard et qui travaillait pour la vilaine multinationale derrière ce complot lié à cette explosion nucléaire qui est Voltec. Voilà. Et donc la série, on va suivre ces 3 destins. Donc de temps en temps, on suit un des personnages, après ils se rejoignent, et par la force des choses, ils se séparent. Donc ça, c'est un storytelling qu'on a l'habitude, en fait, notamment quand on a aimé la trilogie Star Wars, hein, je me rappelle, trilogie Star Wars qui arrivera cette année au mois de mai. Et oui, on met les petits plats dans les grands. Du coup, ah oui, j'ai pas dit qui incarnait la Ghoul. Elle est incarnée par Walton Goggins. Et Walton Goggins, on a pu le voir notamment dans Sons of Anarchy, dans The Shields, et dans Django Unchained et 8 salopards de Quentin Tarantino, génial acteur, et aussi dans cette série, on retrouve Kyle MacLachlan, voilà, dans le rôle de Hank, qui représente un petit peu Voltec, et qui est le père de Lucy. Si vous suivez toujours, c'est un peu compliqué avec les séries, hein, parce que là, l'idée avec le mag, hein, c'est pas de passer 1 heure, c'est de résumer, et de dire pourquoi c'est bien. Alors pourquoi c'est bien ? Parce qu'il y a le budget, ça a de la gueule, parce que c'est irrévérencieux, et honnêtement, on voit là le talent d'écriture de Jonathan Nolan, c'est-à-dire que moi, ce qui m'avait plu dans la saison 1, est de nouveau présent dans la saison 2, c'est-à-dire qu'on suit les 3 personnages. Donc on peut avoir des épisodes un peu qualifiés, voilà, il a retenu les leçons d'X-Files, qu'on pourrait qualifier de l'honneur, voilà, donc c'est-à-dire que à chaque fois qu'un des personnages arpente, voilà, cette terre désolée, il tombe sur une nouvelle communauté ou sur de nouveaux us et coutumes, donc ça permet de faire un épisode un peu indépendant, et après on a le fil rouge qui est lié au complot à Voltec, parce que voilà, la trame en fait de Fallout, c'est que cet hiver nucléaire a été déclenché par une société capitaliste, et on essaye de comprendre pourquoi, voilà, pour mener une expérience, voilà, il est question d'expérience. Donc, à noter quand même que Prime Video a fait un sacré coup, c'est-à-dire que pour fédérer sur la sortie de la saison 2, ils n'ont pas hésité début février à balancer toute la saison 1 sur leur YouTube de manière gratuite, pendant un laps de temps donné, comme le fait pour Arte, donc moi, quand c'est comme ça, voilà, c'est une petite dédicace à notre directrice de marque, hein, qui est dans la communication, donc quand il y a de la bonne communication comme ça, qui est plutôt maligne, je le souligne. Donc, 8 épisodes par saison, là on vient de boucler la saison 2, la saison 2 a les mêmes forces et faiblesses que la saison 1. Donc, quelles sont ses forces ? Comme je l'ai dit, effet prosthétique, alors même s'il y a un peu de numérique, c'est paradin, les univers sont bien creusés, il y a de l'ampleur. Voilà, il y a de l'ampleur, c'est révérencieux, on rigole pas mal.
Même si des fois, quand même, voilà, faut avoir l'estomac assez accroché. Donc ça joue plutôt bien, c'est nerveux, donc moi j'aime beaucoup. Et les scories, ben, c'est quoi? Et ben, c'est que c'est 8 épisodes, hein, comme toujours, donc des fois, peut-être qu'il peut y avoir 1 ou 2 épisodes dispensables. Mais j'ai envie de vous dire, on est en 2026, c'est peut-être la meilleure série après ça, pour l'instant. Alors, 2026, c'est pas terminé. Mais cette saison 2, je l'ai consommée de la même manière, en fait, que le préquel de ça de Muschietti. Et à noter que dans cette saison 2, on y voit quand même Macaulay Culkin dans le César de la Légion. Donc j'en dis pas plus. Donc Macaulay Culkin, le petit enfant des Mamans j'ai raté l'avion, donc lui aussi il revient de loin. Donc rien que pour ça, eh ben, ça mérite, si vous avez un abonnement Prime Video, eh ben, d'y jeter un œil. Donc au niveau eh ben du stream, voilà, j'ai un peu limité les choix, et ce qui me permet de donner un peu de gaz eh ben, à notre plateforme française de streaming qui s'appelle Shadows. Et sur Shadows, eh ben, j'ai pu regarder, alors on n'est pas... Alors il y a un peu d'actu, mais il y a un peu des trucs que j'avais loupés, mais j'en profite quand même pour leur donner du gaz, parce qu'ils nous ont régalé. Alors ils nous ont régalé au mois d'octobre dernier, en proposant Good Boy, voilà, qui est un petit budget, voilà, qui est sorti en 2025, hein, donc ils ont accompagné le film en sortie salle exclusive française, c'est vraiment eux qui lui ont donné du gaz, comme ils avaient fait pour les Terrifier, hein, donc sortie simultanée à la fois sur les écrans et sur la plateforme Shadows, et bien entendu que moi je consomme via un abonnement Prime Video. Voilà, je donne des petits tips, hein, pour ceux et celles qui diraient oui, Shadows c'est compliqué, il faut Chromecaster, etc. Ben, vous pouvez l'avoir aussi sur Prime Video. Et effectivement, Good Boy de Ben Lundberg, voilà, j'ai pu en dire tout le bien que je pensais sur Letterboxd, donc voilà, pour faire un tour sur Letterboxd, ça accompagne de manière écrite ce qui est dit ici, et ben, de manière vidéo et audio, et ben c'est plutôt cool. Je pense que c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu ces dernières années. Voilà, un pitch ultra simple. Donc un film de maison hantée au niveau du point de vue d'un chien. Et ça ressemble pas à la connerie de Pleine Lune, hein, d'Eric Red, hein, qui avait été fait, voilà, qui s'appelle Bad Moon, voilà, qui était sur un DTV de luxe, hein, qui était sorti dans les années 90, voilà. Donc, et ça n'a rien à voir avec Watchers aussi, on pourrait penser à Watchers aussi. Donc, non, ça fait bien flipper. Et pour ceux et celles qui ont un canidé, et ben, moi j'en ai un en tout cas, et ben je regarde plus de la même manière. Voilà, donc comme quoi c'est la trame des bons films. Moi quand j'avais vu le premier rec, j'avais dans le plafond de mon habitation, j'avais une trappe. Donc du coup je la regardais souvent après avoir vu rec, donc c'est le signe des bons films. Donc Good Boy, je peux vous le conseiller. En termes d'exclus, dernièrement ils ont proposé en fait une comédie de SF canadienne qui s'appelle Vampire Zombies from Space. Voilà. Donc un film hommage à toutes ces péloches des années 50. Donc tourné dans le même contexte en noir et blanc avec des effets un peu cheapos, avec un pitch improbable, Dracula, plusieurs versions de Dracula qui viennent dans une soucoupe volante, essayer d'envahir la Terre à base de zombies. Donc c'est complètement taré, je me suis dit mais c'est génial, il y a du Lloyd Kaufman dedans, qui vient jouer les masturbateurs en arrière-plan, je me suis dit putain je vais me régaler. Honnêtement, je suis désolé, j'aime beaucoup la plateforme Shadows. Le problème, moi j'ai un problème, c'est-à-dire que quand c'est pas drôle, c'est pas drôle. Et donc du coup j'ai tenu 15 minutes. Voilà. Donc je suis pas la cible, je lui préfère, dans le même genre, hein, on l'a déjà chroniqué, La Nuit des Sangsues, voilà, qui était un hommage, un film de Fred Decker était un hommage à ces péloches des années 50, mais c'était, ouais, c'est beaucoup mieux fait. Alors je dis pas mieux fait, parce que là, la volonté en fait de ce film-là, qui a été financé via un Kickstarter, c'est vraiment d'avoir des effets de cheapos, hein, qui vont rappeler les grandes heures des dudes, ça y a pas de souci. Mais encore faut-il que ça soit drôle, ou que ça soit un minimum incarné par les personnages. Le problème, c'est que là, en fait, on a l'impression de voir un film de potes. Et sauf que t'as pas le point de départ de la blague. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Donc c'est dommage, mais après, ça n'enlève rien au côté couillu de la plateforme de Shadows de nous proposer en fait de l'inédit et des nouveautés, et rien que pour ça, ça mérite. Et je conclurai sur une autre sélection. Voilà, c'est... alors,
comme sur les autres plateformes, hein. Donc ils prennent d'anciens films qu'ils mettent en avant, et en ce moment, en fait, ils ont récupéré un remaster, voilà, qui date de 2024, de The Hitcher de Robert Armand, et effectivement, je me le surfais, voilà, et ça vaut le coup. Si vous l'avez pas vu, c'est quand même un génial film de flip, hein. C'est l'histoire d'un personnage, hein, voilà, qui prend la mauvaise personne en autostop, hein. Donc l'acteur c'est Thomas Howell, donc qu'on a pu voir, hein, dans E.T., dans L'Aube Rouge, dans Outsiders de Coppola, et l'autostoppeur en question c'est Rutger Hauer, et c'est l'enfer. C'est le début de l'enfer, et le personnage voilà, de John Ryder, voilà, qui est incarné par Rutger Hauer, va le poursuivre du début à la fin, et ça va monter en pression, et on ne connaîtra jamais la raison, si ce n'est que on peut se demander si c'est pas une métaphore sur le diable. Voilà. Ça fait penser aussi au souffle du démon. Voilà, donc dans un autre registre, voilà. Autre film émérite, donc voilà, The Hitcher, autre reco, sur Shadows, et j'en ai terminé pour le côté de la petite lucarne. Et bien là, on va passer dans la partie vidéo club, et sur mes recos, donc c'est là où vous cassez votre tirelire, c'est là où vous mettez à découvert, direction vidéo club, et les sorties du moment en Blu-ray. Alors, contrairement à l'épisode du mois de janvier où j'étais comme un fou, hein, j'étais galvanisé par ce format du mag, et j'avais tout envoyé, hein, de la précommande jusqu'au mois d'avril, jusqu'au mois de mars, pas énormément de sorties, pas mal de précommandes, mais des précommandes quand même assez costauds. La première, du côté de chez ESC Édition Distribution, les deux sont valables, n'oubliez pas, ESC Distribution, ESC Édition, c'est la même chose. Donc, si je vous dis qu'on dit souvent que James Cameron, Jean Cameron, c'est réalisateur de l'eau. Et moi, je me suis toujours marré à rappeler aux gens, et oui, c'est réalisateur de l'eau. Alors les gens, ils prennent souvent Abyss, Titanic, Avatar 2, et moi je dis, et Piranha 2, les amis. Et quelle n'est pas ma joie de voir que ESC nous sort en double édition, en digipack, Blu-ray, DVD, ce que tu veux. Donc il y a la version vidéo club, il y a la version combo, voilà, dans le style VHS de Piranha 2, les tueurs volants avec une affiche, un magazine, de multiples bonus. Que demande le peuple, les amis? C'est en précommande dès à présent. Donc moi j'ai déjà passé commande, et pour la modique somme de 26,99. Je peux pas faire mieux. Piranha 2, les tueurs volants. Ensuite, on enchaîne du côté de ce chat, et qui continue à fumer quoi qu'il arrive, hein. Et pour l'occasion, on va faire un peu de patrimoine, et je vais vendre du film français. Vous étiez pas préparés. Un Jean-Pierre Melville, notamment le deuxième souffle de 1966 avec Lino Ventura, qui lui est en précommande à l'heure actuelle. Donc je ne peux que vous conseiller ce film du réalisateur de L'Armée des Ombres, et le visuel est incroyable. Ah, moi j'adore de toute manière quand on travaille le noir et blanc dans des visuels, et on connaît aussi le travail précis et pointilleux du chat qui fume. Donc ça, c'est disponible aussi en précommande dès à présent. On va passer maintenant, alors non pas sur des précommandes, mais sur les sorties du mois de février, qui sont déjà disponibles chez Sidonis Calista. Et chez Sidonis Calista, vous savez quoi, on en parlait notamment dans l'épisode sur Stephen King, j'arrête pas de le citer cet épisode, un épisode incroyable, hein, dédié à la franchise ça. Et on parlait des adaptations, et alors moi je parlais des adaptations télévisuelles, mais à la même période on avait adapté aussi des nouvelles, et notamment La Créature du Cimetière de Ralph Singleton de 1990 avec Brad Dourif. Et ça c'est disponible, et je vous encourage à le commander comme je viens de le faire, directement sur le site de Sidonis Calista, donc dans un nouveau master Blu-ray blindé de bonus. Et on reste chez Sidonis Calista, et là on va partir en Italie notamment, alors ça c'est déjà sorti, hein, c'est sorti mi-janvier, mais c'est toujours disponible, un méga coffret collector dédié au danger diabolique de Mario Bava. Donc je ne peux que vous encourager, c'est le mois de février, c'est à Saint-Valentin, à faire ces recommandations d'achat auprès de vos moitiés respectives. Ça pourra faire un beau cadeau, non pas sous le sapin,
mais à côté de la petite rose. Oui, il y a un peu de romantisme, et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur nos réseaux sociaux. Peut-être qu'au moment où je suis en train de vous parler, vous êtes en train de regarder ça, vous êtes passé à côté de notre recommandation de film romantique pour la Saint-Valentin. Et on va conclure ce deuxième épisode du mag. Mais comment ça, c'est déjà fini? Ben oui, c'est déjà fini. Le principe du mag, c'est que ça dure pas 3 heures, et que vous attendiez le 15 du prochain mois pour le prochain épisode. Et donc, quitte à parler de Gamesploitation, je vous avoue que j'ai hésité. J'ai vraiment hésité, mais le film qui s'est imposé pour cette Gamesploitation, pour le mois de février, regardez bien. C'est celui-ci. J'ai presque envie de crier Mortal Kombat comme dans le titre éponyme. Donc, moi, c'est un DVD à 20 centimes. Voilà, 20 centimes, trouvé dans un cache, et on peut pas faire plus rentable, hein. Voilà, pour les radins de la Saint-Valentin, donc ça peut être pas mal. Donc, Mortal Kombat, moi, pour la petite histoire, j'avais traîné mon père en salle en 1995. De mon souvenir, de ce que je me rappelais, c'était le titre techno. Donc, où le mec criait Mortal Kombat, et ça faisait tout. Bon, j'arrête de chanter parce que c'est pas quand même mon domaine de prédilection, mais globalement, c'était complètement frappadingue. Moi, je me rappelle d'un film complètement débile, mais très jouissif. Et vous voulez que je vous dise un truc? Il n'y a rien qui a changé, en fait. Et là, vous pourriez vous dire, mais non, mais Eddie, arrête. Je sais que certains auditeurs, notamment en France, m'ont dit, mais t'as pas jeté un œil sur les dernières versions. Non, je vous avoue que, franchement, faut arrêter. Voilà, je me suis tapé tous les Van Damme, tous les American Ninja, moi, les histoires débiles sur, une espèce de tournoi antédiluviens avec des gens qui viennent et sauver le monde à partir d'un tournoi de ninja. C'est bon, voilà, donc... Mais après, peut-être que je me trompe, peut-être qu'à la fin de l'enregistrement de cet épisode, je me jetterai sur la nouvelle version de Mortal Kombat. Mais en attendant, nous avions le réalisateur de Shopping nanti d'un budget de 20 millions de dollars qui frappait le box-office, voilà, en mode descente du coude, j'en tape mon micro, voilà, sur le coin de la nuque. Il a fait tilter le box-office à l'époque, 122 millions de dollars, son Mortal Kombat. Donc, mettant en scène, dans le rôle de Raiden, notre Christophe Lambert national. Alors, moi, ce film-là, je vous le conseille. Non, je vais pas essayer de vous dire que c'est un chef-d'œuvre du 7e art, c'est un nanar. Voilà, c'est un nanar. Mais j'ai rigolé, j'ai applaudi. Je vous jure que j'ai applaudi au punchline, qui était un petit peu daté, aux effets spéciaux digitaux qui m'ont brûlé les yeux, le personnage de Reptile en image de synthèse, regardez-le, c'est même pas digne, alors j'allais dire d'une démo PlayStation, ça c'est pire, c'est, alors pour les gamers old school, c'est digne de la Super Nintendo et du chipset qu'ils avaient sorti là pour Star Fox, ouais, je crois que c'était ça avec le renard, là, avec les polygones, etc., c'est dégueulasse. C'est un cauchemar le truc. J'ai ouvert des yeux grands comme ça, je me suis approché, je me suis dit mais non, c'est passé ça en termes de DA. Donc voilà. Après, il y a quand même, il y a une volonté. C'est quand même la BO, je vais pas vous mentir. À l'époque, moi je l'avais poncé. Ça faisait partie de ces BO un petit peu métal. Donc dedans, il y avait du Fear Factory quand même. Et le morceau passait à l'écran sur un combat de Johnny Cage. Bon. Robin Chou fait ce qu'il peut en Liu Kang. Lyndon Ashby, qu'on a vu dans Melrose Place et Sniper 2, bon, il amène la caution gaulerie dans le rôle de Johnny Cage. On en parle. Bridget Wilson, pourtant elle jouait bien dans Last Action Hero et La Maison de l'Horreur. Alors les mauvaises langues me diront, tu m'étonnes, elle était en décolleté dans La Maison de l'Horreur, dans Last Action Hero. Non, je déconne, on n'en est pas là. Mais... honnêtement, elle joue bien mieux ailleurs, mais alors là, elle joue comme une patate. T'y crois pas une seule seconde au personnage dans l'action. Et pareil, elle se bat contre Kano, voilà, et Kano, il a son truc sur l'œil, c'est jamais expliqué. C'est comme ça. Et ça arrive de tous les côtés. Donc c'est-à-dire que Paul Anderson, il fait ça, voilà, il fait ça en mode turbo débile. Il y met des bateaux, il y met des démons, il y met des monstres, on voyage dans les autres dimensions, il y a des images de synthèse, le tout sur un morceau turbo débile techno. Moi je dis, c'est incroyable. Je dis, c'est fantastique. 20 centimes. C'est le meilleur truc. C'est le truc le plus divertissant que j'ai vu au mois de février. Donc voilà, vous avez compris, ça va prendre au second degré. Mais en tout cas, si vous voulez rigoler un coup, vous allez dans votre cache du coin, vous prenez Mortal Kombat et vous essayez de voyager dans ce qui était une adaptation de jeu vidéo flingué. Et en même temps,
ça sera peut-être aussi un petit clin d'œil aux haters du retour à Silent Hill. J'ai envie de vous dire, les amis, là, si vous voulez voir un truc flingué, voilà, je vous conseille, voilà, un quatuor, Super Mario Bros, Mortal Kombat, Street Fighter avec Van Damme, et bien entendu, Double Dragon. Voilà. Donc, c'était le 2e épisode du MAG. J'ai pris un maximum de plaisir. Si vous aimez ce format et si vous aimez le reste, eh bien, je vous encourage encore une fois à vous abonner. Donnez-nous de la force. Et puis, si vous aimez pas, ben, vous abonnez quand même. Merci à vous. N'oubliez pas, notre créneau à nous, c'est le C-Major. Bordel. Merci pour votre écoute. Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7e dimension en mode podcast.